Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des innovations en synthèse des données probantes et je vais surtout vous parler voilà, comment l'IA a transformé les pratiques de recherche ou transforme actuellement nos pratiques de recherche et puis quels outils on essaye de mettre en place justement au niveau des revues systématiques pour en tenir compte. Et puis une partie un peu plus importante sur voilà, le rôle de l'IA et en particulier des large language models dans la synthèse des connaissances et quelles sont un petit peu les données de la science qu'on a actuellement pour savoir comment ça évolue, est-ce que ça va être utile ou est-ce que ça ne va pas être utile. Donc ça va être très focalisé sur ces thématiques-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main. Et puis, Lina et Carolina, qui sont toutes les deux épidémiologistes dans le Centre Cochrane France, prendront vos questions et pourront m'interrompre. Alors, l'IA et nos pratiques de recherche, actuellement, on se rend compte que très rapidement, depuis l'apparition des large language models et puis l'accès à ChatGPT en novembre 2022, l'utilisation de l'IA est quand même en train de complètement transformer, d'une part, nos manières de faire de la recherche, mais surtout nos manières de disséminer les résultats de la recherche, avec des questionnements sur est-ce que l'IA va être complètement disruptif pour notre système scientifique. Est-ce que les auteurs ont le droit d'utiliser l'IA? Il y a eu des questionnements. Est-ce que ChatGPT peut être co-auteur d'un article publié? D'autres pensent que l'accès à ChatGPT, finalement, rend la science beaucoup plus accessible, et en tous les cas à tous les scientifiques dans le monde, parce que quand même, la communication scientifique se fait par l'anglais, et on a une vraie barrière de la langue qui peut être plus ou moins handicapante. Est-ce que l'IA va nous rendre hyper productifs avec la production de recherches de mauvaise qualité? Et puis, est-ce qu'on va utiliser l'IA comme peer reviewer? Et là, je sors d'un congrès qui a eu lieu aux États-Unis qui est le Peer Review Congress, où on a eu toute une présentation d'un éditeur du New England Journal of Medicine, et en particulier le New England Journal of Medicine qui s'occupe de l'IA, qui publie des articles dans le domaine de l'IA, qui a carrément dit que voilà, à partir de maintenant, la peer review se ferait en 14 jours, en 7 jours. Les auteurs auront une réponse, parce qu'il va notamment s'appuyer sur l'IA pour faire la peer review. Donc c'est vraiment un changement extrêmement important. Avant l'apparition des large language models, de l'IA générative, il y avait déjà des problèmes. Une étude qui a été faite, là je vous rapporte juste une étude qui a été publiée dans Nature, c'est une enquête qui a été réalisée auprès de 1600 chercheurs, et on leur a demandé, voilà, est-ce que vous utilisez l'IA? Si oui, comment vous utilisez l'IA et comment vous anticipez l'utilisation de l'IA? Donc là, c'est leur réponse à comment est-ce que vous utilisez l'IA, notamment les large language models, donc des outils comme ChatGPT. Eh bien, on voit qu'il y a des utilisations extrêmement variées. Il y en a qui vont s'en servir simplement pour s'amuser, d'autres qui l'utilisent pour écrire les codes, et c'est de plus en plus utilisé pour écrire les codes dans beaucoup de domaines, d'autres aussi pour réfléchir à des idées de recherche et pour identifier leurs idées de recherche, pour les aider à écrire leurs manuscrits, pour les aider à faire de la recherche, à réaliser des revues de la littérature. Ça les aide aussi pour des tâches administratives, à gérer leurs emails, à écrire des présentations, à écrire des projets pour des appels d'offres, à reviewer des manuscrits, à créer des figures, des chartes graphiques, et puis à écrire leurs formations, donc leurs outils de formation. Là, pour le coup, je n'ai pas utilisé ChatGPT pour rédiger cette formation, mais en tous les cas, au congrès auquel j'ai assisté la semaine dernière, plusieurs personnes disaient ma présentation a été faite avec l'aide de tel outil. Et puis pour écrire les questions d'examen, et ça, c'est très utilisé, en particulier pour les QCM. Comment est-ce qu'ils ressentent l'utilisation de l'IA et comment est-ce qu'ils anticipent l'intérêt de l'IA? Donc là, c'est à la fois ceux qui utilisent actuellement l'IA et ceux qui ne l'ont pas encore utilisé. Globalement, ceux qui l'utilisent estiment que c'est soit essentiel, soit très utile, soit utile.
dans la majorité des participants. Et comment est-ce qu'ils voient l'utilisation de l'IA dans le futur? Là, c'est pareil. Globalement, une forte proportion estime que ça va être essentiel ou extrêmement utile pour réaliser de la recherche. Donc, on voit bien que les pratiques de recherche vont évoluer ou sont en train d'évoluer au cours du temps. Quand on regarde un petit peu les éditeurs, ils se posent aussi beaucoup de questions parce que cette question avait été soulevée en particulier par des auteurs qui avaient soumis un article en mettant ChatGPT en co-auteur. Et donc, il y a eu une réflexion des éditeurs et qui ont l'International Committee of Medical Journal Editors qui a mis à jour ces recommandations. Et au global, ils disent que d'une part, ils n'interdisent pas l'utilisation de l'IA pour écrire un article, mais ça doit être déclaré et on doit expliquer à quoi ça a été utilisé et comment ça a été utilisé. D'accord? Comment on a intégré l'IA dans notre recherche et donc il faut être complètement transparent. Pour la peer review, en revanche, les recommandations internationales sur cette thématique expliquent que lorsqu'on review un manuscrit, on a une obligation de confidentialité et donc c'est une raison pour interdire de uploader le papier sur les outils d'IA tels ChatGPT. Et donc on ne peut pas demander à l'IA de faire la peer review. Et puis ils mettent bien entendu en avant que l'IA peut avoir des effets indésirables et en particulier la possibilité de générer des résultats qui sont complètement incorrects ou totalement biaisés. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Alors, même avant l'apparition des large language models, la production scientifique avait déjà des problèmes extrêmement importants. Donc ça, c'est un rapport qui a été publié par COPE, qui est le Comité international sur l'éthique de la publication, qui s'était intéressé à ce qu'on appelle les paper mills. Les paper mills, c'est des boîtes, des industriels, qui proposent à des auteurs de leur fabriquer complètement un article scientifique. Et comme les auteurs ont une très forte pression à la publication, et bien donc ces industriels sont utilisés par ces auteurs et ils vont soumettre des articles qui sont totalement, leur produire des articles qu'ils vont pouvoir ensuite soumettre, qui sont totalement produits par de l'IA. Ils avaient fait une étude sur 53 000 articles publiés par 6 publishers. Ils ont trouvé qu'il y avait 77 journaux, ça c'est en 2022, qui étaient affectés, qui avaient publié au moins un article généré par l'IA, avec 7 journaux qui étaient en train de les investiguer seulement. Au total, on estimait qu'il y avait 14% d'articles dans chaque journal qui étaient affectés. Avec, quand on regarde au niveau du journal, ça va de 2% à 46%. Et donc, ils ont identifié 454 articles qui étaient potentiellement générés par de l'IA. Pour chaque journal, ça allait de 5 à 251, dont 139 avaient été soumis mais n'avaient pas été encore publiés. Et ça allait de 1 à 90. Donc ça, c'est déjà une des problématiques qu'on a comme éditeur et comme personne qui veut synthétiser les connaissances, d'articles qui sont complètement générés par l'IA. Je ne sais pas s'il y a une question. L'autre chose, c'est ce qu'on a les journaux prédateurs, qui sont des faux journaux, qui se présentent comme des journaux scientifiques, dont certains ont un impact factor, et qui vont faire une peer review qui est de très mauvaise qualité ou qui est quasiment fictive, et on va se trouver avec des articles qui n'ont pas du tout été correctement évalués et qui peuvent être de très mauvaise qualité dans la littérature. Et donc tout ça, ça aboutit à de nombreuses rétractions, sachant que les rétractions sous-estiment naturellement le problème qu'on peut avoir. Donc il y a plus de 10 000 articles scientifiques qui ont été rétractés en 2023, qui était un record. Et puis, globalement, le nombre de rétractions a été multiplié par 4 en 20 ans. Et quand on regarde, vous avez sur cette slide une figure qui montre pourquoi il y a des rétractions, pourquoi les articles sont rétractés, quelles sont les raisons et comment ça évolue au cours du temps.
Et donc, on voit, ça peut être des problèmes d'autorship, mais de fabrication des données, de plagiat, de données qui ne sont pas fiables, de problèmes éthiques, de duplication, etc. Et on voit que globalement, les données qui ne sont pas du tout fiables augmentent considérablement depuis 2015 au cours du temps. Alors nous, on s'est intéressé à ces problèmes de rétraction, de retrait des articles, parce que ils peuvent être, déjà, ils vont, si un article cite un article rétracté, ou si un article rétracté est inclus dans une revue systématique et méta-analyse, ça peut faire en sorte que la revue systématique et la méta-analyse donnent des résultats qui sont biaisés ou totalement faux. Alors, on a de la chance d'avoir des ingénieurs, des chercheurs dans le domaine. Alors ça, c'est en France. Guillaume Cabanac, vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu des papiers dans le monde sur ce qu'il fait. Donc, Guillaume Cabanac, il est professeur en informatique. Et donc, justement, il s'intéresse beaucoup aux publications. Et il développe des outils pour essayer de détecter les problèmes. Alors, il a d'abord développé des outils pour essayer de détecter les articles qui sont rédigés par de l'IA. Et il travaille avec, il a formé, il a créé, il travaille avec un réseau de chercheurs qu'on appelle un petit peu les Research Integrity Sleuths, qui sont un peu les détectives de la recherche et qui essayent de nettoyer, entre guillemets, la recherche. Et donc, tous les articles qui ont été identifiés de l'IA, ces chercheurs vont les analyser. Et puis, s'ils estiment qu'ils sont frauduleux et que c'est effectivement des articles qui n'existent sur des données qui n'existent pas et qui sont purement de l'IA, ils vont commenter sur Peer et sur les réseaux sociaux. Et ainsi, ils ont obtenu la rétraction de centaines d'articles. Par exemple, Springer Nature rétracte plus de 300 articles suite à tous ces travaux. Et plus récemment, des chercheurs à Oxford, avec Nicolas De Vito et Ben Goldacre, ont développé le Retractobot et Guillaume Cabanac a développé le Fit of Clay Detector, qui sont des outils qui permettent automatiquement de détecter, qui sont mis à jour régulièrement, qui vont détecter tous les articles qui citent un article rétracté. Alors, l'objectif de ces deux équipes, c'est vraiment de réduire le nombre de diffusions des articles une fois qu'ils sont rétractés. Parce qu'on se rend compte qu'un article rétracté continue à être cité des années après son retrait de la littérature. Alors, De Vito, lui, il a fait un essai randomisé où il a randomisé 10 000 auteurs qu'il avait informés par email que leur étude citait un article rétracté. Il a fait un essai randomisé pour voir si l'envoi de cet email avait un impact. Il a montré qu'à 1 an, il n'y avait aucun impact. Et Guillaume Cabanac, il a simplement mis à disposition cet outil. Donc nous, comme on est Cochrane, qu'on fait des revues systématiques, cet outil nous a semblé particulièrement judicieux et particulièrement utile pour les revues systématiques, pour savoir si, lorsqu'on fait la revue, on cite et on inclut dans notre revue systématique et dans nos méta-analyses des études rétractées. Et puis, une fois que la revue est publiée, si d'un seul coup, les études qui ont été incluses dans notre revue, qui va quand même être utilisée par des décideurs en santé, continuent à être citées et inclus des études rétractées. Donc, on a utilisé son outil. On a pris les 25 journaux d'impact factor élevé dans le domaine de la médecine générale. Donc ça, c'est vraiment New England, JAMA, Annals of Internal Medicine, Cochrane, etc. Donc les 25 journaux d'impact factor les plus élevés en médecine générale et en médecine interne. Et puis on a identifié toutes les revues systématiques qui rapportaient au moins une méta-analyse qui avait inclus au moins une étude rétractée. D'accord ? Et notre objectif, c'était de quantifier le problème et puis de réanalyser ces méta-analyses et pour voir quel était l'impact de ces études rétractées sur la conclusion de la méta-analyse. Donc au total, on a identifié sur une période de 10 ans. Au total, on a identifié 61 revues systématiques avec une méta-analyse qui inclut dans son analyse au moins une étude rétractée. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait 11 où le problème avait été probablement identifié,
parce que les revues systématiques avaient été soit rétractées, soit corrigées avec exclusion de l'article rétracté, soit republiées avec exclusion de l'article rétracté. Donc on s'est intéressé aux 50 méta-analyses récentes. Donc du coup, pour 18% des méta-analyses qu'on a identifiées, finalement, le problème a été identifié, ça a été corrigé. Donc on avait 50 méta-analyses, 50 revues systématiques avec 173 méta-analyses qui incluaient au moins une étude rétractée. Et au total, on a identifié 62 études rétractées qui avaient été analysées, incluses dans ces 173 méta-analyses. Le premier résultat, c'est que finalement, on se rend compte que dans 64% des cas, le retrait de l'article de la littérature survient après la publication de la revue systématique. Mais ça reste quand même un problème qui concerne les auteurs de la revue systématique et les éditeurs qui publient la revue systématique, parce qu'une revue systématique, une fois qu'elle a été publiée, elle a quand même un poids extrêmement important dans la décision en santé, et donc elle va être utilisée dans les recommandations de pratique clinique, dans la pratique clinique, et donc va avoir un impact bien après sa publication. Et donc si ces résultats ne sont plus vrais, il est essentiel qu'on ait une alerte pour corriger les résultats de ces revues systématiques. Dans 40% des cas, l'étude rétractée était incluse dans une méta-analyse qui concernait le critère de jugement principal, donc qui était considéré par ceux qui ont fait la revue systématique comme étant un critère important pour la revue systématique. Et donc au total, on a réanalysé 176 méta-analyses. Globalement, souvent, ces études rétractées étaient quand même des études qui étaient des petites études qui avaient un poids assez faible dans la méta-analyse. Et donc, le nouvel effet traitement, une fois qu'on avait exclu l'étude rétractée, était quand même dans l'intervalle de confiance de l'effet traitement initial dans 96% des cas. On a quand même eu dans 11% des cas un changement de la signification statistique, et puis l'estimation de l'effet traitement qui pouvait changer de plus de 30% dans 24%, dans un quart des méta-analyses. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc là, on a nos 173 méta-analyses. On en avait 3 où on n'a pas pu recalculer l'effet traitement parce qu'on n'avait pas toutes les informations. Dans les cas qui sont tous en bleu, eh ben, l'étude rétractée n'avait pas d'événement et donc ça n'avait aucun impact sur la méta-analyse. En vert clair, ça avait un changement de l'effet traitement qui était entre 0 et 10%, donc de moins de 10%. Donc ça c'est vert bleu, on va dire. Vert clair, c'est un changement de l'effet traitement de 10 à 20%, jaune de 20 à 30% et gris de plus de 30%. Et puis vous voyez là, qui est encadré en orange, ça veut dire qu'on a un changement du signe statistique qui était statistiquement significatif, qui devient non statistiquement significatif, et en noir, qui est entouré ici, où c'est l'inverse, c'était non statistiquement significatif, et ça devient statistiquement significatif lorsqu'on exclut l'étude rétractée. Donc là-dessus, on s'est appuyé sur des outils qui n'étaient pas des outils qui s'appuient sur de l'IA, mais qui sont des outils qui sont développés par des ingénieurs informatiques. Et son travail a eu quand même des impacts importants. En particulier, toutes les études qu'on avait identifiées, nous, on a systématiquement contacté les éditeurs pour leur signaler qu'ils avaient des revues systématiques qui incluaient des études rétractées. Et donc, toutes les études qui ont été identifiées dans le JAMA ont été corrigées par les auteurs avec une note qui indique la correction. Et la Cochrane est actuellement en train de mettre en place une nouvelle politique pour identifier correctement les études rétractées au moment de la stratégie de recherche et pour essayer d'identifier au cours du temps et de mettre en place une procédure pour corriger ces revues systématiques au cours du temps. Donc là, c'est un exemple d'évolution de nos pratiques en s'appuyant sur de nouveaux outils. Donc là, pour le coup, ce n'est pas des nouveaux outils d'IA,
je vais venir aux outils d'IA juste après, mais qui va changer nos pratiques en utilisant des outils qui permettent une analyse extrêmement large et automatique de la littérature et qui va nous permettre d'améliorer nos pratiques pour les revues systématiques et les méta-analyses. Donc là, je vais me focaliser plus sur l'utilisation de l'IA et en particulier des large language models pour les revues systématiques. Puisque c'est vraiment un domaine qui est en pleine évolution, avec beaucoup de papier, avec beaucoup d'outils qui arrivent sur le marché. On ne sait pas ce qu'ils valent, s'il faut les utiliser, pas les utiliser, avec des plateformes qui commencent à être mises en place. Donc là, je voulais vous faire montrer quelques papiers, quelques problématiques, comment ils sont évalués et quelques points d'attention. Donc, c'est sûr que la problématique actuelle, c'est quand on fait des revues systématiques, c'est de se dire quand même qu'on veut que la décision s'appuie sur une synthèse fiable des données probantes, mais que le problème, c'est que les médecins, les professionnels de santé, les décideurs en santé sont complètement submergés par la masse de nouvelles informations qui sont produites. Globalement, vous avez 37 millions d'articles dans le domaine de la science du vivant et de la médecine qui sont disponibles. La quantité d'informations double tous les 3 ans. Vous avez environ 900 000 essais cliniques qui sont indexés dans PubMed et 35 000 nouveaux essais cliniques qui sont publiés par an. Et donc, il y avait un papier qui avait été publié, alors ça date, c'était, je ne vois pas bien la date, mais assez ancien, qui disait que si on imprimait simplement la première page de toutes les articles qui sont indexés dans Web of Science, ben on arriverait en haut du mont Kilimanjaro. Et c'est un processus en plus où tous les jours, toutes les heures, on a des nouvelles publications qui arrivent. Et donc, pour les décideurs, s'il y a une nouvelle publication qui arrive demain et que la synthèse de l'évidence elle est publiée aujourd'hui, ben, ils veulent que la synthèse de l'évidence soit mise à jour avec la publication de demain. Or, le système actuellement n'est pas capable de faire ça. On se rend compte qu'on a énormément de revues systématiques qui sont publiées, qui sont souvent redondantes, qui sont très rarement mises à jour. Il n'y a que la moitié des revues systématiques Cochrane, et pourtant Cochrane a un processus pour les mettre à jour, un engagement de ses auteurs, mais il n'y en a que la moitié qui sont mises à jour, avec un délai entre les deux mises à jour qui est une médiane de 5 ans. Donc, on n'arrive pas parce que faire une revue systématique avec de méta-analyses, ça demande un travail de plusieurs mois entre l'identification des études, le screening, l'extraction des données, la synthèse dans des revues systématiques et des méta-analyses, l'interprétation des résultats et puis l'écriture de l'article et des plain language summary. Donc, on a besoin d'une quantité de travail que finalement, actuellement, compte tenu de l'organisation actuelle de la science qui est complètement en silo où chacun travaille un petit peu dans son coin, on n'arrive pas à répondre à la demande. Et donc, on pourrait imaginer que l'IA et les large language models aident l'homme qui est perdu sous la masse d'informations à répondre aux besoins des décideurs en santé. Alors, l'utilisation de l'IA existe depuis longtemps. Vous utilisez déjà, si vous faites des revues systématiques, des outils qui s'appuient sur de l'IA, mais c'est plutôt des appuis qui s'appuient sur ce qu'on appelle du machine learning, qui peut être supervisé ou non supervisé, qui s'appuient finalement sur des algorithmes. Et ces algorithmes, pour être développés, vont avoir besoin d'une grande quantité d'informations et puis surtout de beaucoup d'articles qui ont été annotés par des experts. Donc, par exemple, ceux qui utilisent Ryan pour le screening, ben voilà, ça s'appuie sur du machine learning. Covidence, ça s'appuie sur du machine learning. Le classifier de la Cochrane pour les essais randomisés, ça s'appuie sur du machine learning. Donc, tous ces outils-là, mais finalement, ces outils, ben, ils vont classer, par exemple, Ryan va classer les articles en fonction de la probabilité qu'ils soient inclus ou exclus, mais finalement, ça n'a pas transformé le travail des gens qui font des revues systématiques, et ça a été une petite aide, mais ça n'a pas été une modification majeure
de notre manière de faire les revues systématiques. Ensuite, on a eu Large Language Model, et c'est vraiment, quand ChatGPT est arrivé sur le marché, ça a quand même été, et tout le monde a été impressionné par ses capacités de rédaction des articles, enfin de rédaction. Et plusieurs outils se développent. Vous avez GPT qui a été réalisé par OpenAI, Claude, c'est Anthropic aux États-Unis, Gemini, c'est Google, DeepSeek, c'est en Chine, Mistral AI, c'est en France. Et donc, on a voilà, de plus en plus, et un investissement extrêmement important dans les large language models. Alors, il y a eu une scoping review. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, scoping review, mais le principe des scoping review, c'est de faire d'avoir une approche systématique pour décrire un peu la recherche qui est faite dans un champ. Donc, c'est donc un domaine très large, on ne va pas faire de méta-analyse, mais par contre, on va avoir la même approche que les systematic reviews, c'est-à-dire qu'on a un protocole, une stratégie de recherche, des critères d'inclusion et d'exclusion, une grille d'extraction de données et une présentation des résultats. Mais on ne va pas du tout, on a une question qui est très large et qui vise à décrire un champ. Et donc, c'est une équipe allemande qui est en particulier Cochrane Germany, qui a fait une scoping review sur l'utilisation des large language models pour les revues systématiques. Donc, une stratégie de recherche extrêmement compliquée avec... ils ont fait une recherche dans plein de bases de données bibliographiques et puis ils ont aussi screené toutes les citations des articles qu'ils avaient identifiés pour, au total, identifier 196 articles, dont 37 s'intéresser vraiment au large language model, et puis 159 qui n'ont pas analysé, qui là étaient plutôt sur du machine learning plus traditionnel. Alors, vous avez ici une représentation graphique de ce qu'ils ont trouvé. Donc, globalement, donc la taille est proportionnelle au nombre d'articles en fonction des différentes tâches qui étaient évaluées, qui étaient réalisées. Donc, il y a beaucoup d'outils qui s'intéressent à la recherche, c'est-à-dire, et ça je ne vais pas le détailler, mais qui s'intéressent à est-ce que les large language models peuvent m'aider à élaborer ma stratégie de recherche et à identifier les articles qui m'intéressent. Des outils qui visent à aider au screening, c'est-à-dire à vérifier que lorsqu'on regarde le titre et l'abstract, on inclut ou on exclut l'article, et lorsqu'on lit le full texte, on inclut ou on exclut l'article. Pas mal d'articles aussi sur l'extraction des données. Est-ce que ces outils sont utiles pour extraire les données démographiques, l'effet traitement, par exemple. Et puis, de manière plus rare, l'évaluation du risque de biais, parce que ça, c'est une tâche qui est quand même très complexe dans les revues systématiques. L'élaboration de la question de recherche, la rédaction de l'article, l'interprétation des résultats, et puis la synthèse, soit qualitative, soit quantitative. Donc là, ça a été un peu moins exploré. Lorsqu'on regarde les outils qui ont été évalués, on se rend compte que c'est quand même beaucoup GPT, donc OpenAI qui a été évalué, et puis un petit peu Claude qui a été évalué en particulier pour l'extraction de données. Et puis, à la fin, ils ont regardé les conclusions des auteurs pour voir si finalement, le résultat de leur évaluation montrait que c'était quelque chose de prometteur ou au contraire que pour l'instant, ce n'était pas totalement adapté. Donc, dans les prometteurs, on voit quand même que le screening, la plupart des acteurs sont soit neutres, les auteurs sont soit neutres, soit ils estiment que le large language model est prometteur. L'extraction de données, aussi, c'est soit neutre, soit prometteur. Pour le reste, c'est beaucoup plus incertain, soit parce que ça a été très peu évalué, soit parce que c'est plutôt, il y a quand même pas mal de négatifs, en particulier pour l'élaboration de la stratégie de recherche et le risque de biais. Donc moi, je vais vous décrire un petit peu des papiers pour vous montrer un petit peu comment on fait et quels sont les résultats sur le screening, l'extraction des données et un petit peu sur le ROB, l'évaluation du risque de biais. Alors tout d'abord le screening. Donc là, c'est un papier qui a été, une étude qui a été faite par Viet Titran,
qui est membre du CRES, de mon équipe, l'équipe méthode. Donc, ce qu'il a fait, c'est que c'est une étude rétrospective de type évaluation diagnostique, où il considère que finalement le Large Language Model a un rôle de diagnostic, de dire si une étude doit être incluse ou exclue. Donc, il a pris 5 revues systématiques qui avaient été publiées avec des auteurs qu'on connaît et pour lesquels on avait confiance et qui étaient prêts à partager leurs données. Et donc, ils nous ont donné toutes les citations qu'ils avaient screenées, toutes les citations qu'ils avaient sélectionnées et toutes les citations qu'ils avaient sélectionnées au texte, après avoir lu le texte complet. Et donc, on a dans ce papier, on a considéré que le gold standard, c'était le screening qui avait été réalisé par les auteurs du papier. Dans un deuxième temps, on a aussi comparé le résultat des auteurs avec le résultat de GPT. Et puis, quand il y avait vraiment des discordances, par exemple que GPT disait ça doit être inclus et que les auteurs l'avaient exclu, on a demandé aux auteurs de re-regarder l'article et de conclure est-ce que c'est GPT qui avait raison ou est-ce que c'était les auteurs qui avaient raison. Et donc, il a utilisé un Large Language Model qui était à l'époque GPT 3.5 Turbo d'OpenAI. Donc, la première chose à faire, c'est, on a défini le GPT, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on lui demande. Et donc, il y a tout un travail d'élaboration des prompts. Donc, on va essayer de voir comment on lui donne l'ordre, comment on lui explique la tâche qu'il va devoir réaliser. Donc ici, ce qui avait été décidé, c'est de prendre 5 prompts en prenant le PICO, c'est-à-dire la population, l'intervention, le contrôle, le critère de jugement et le design de l'étude. Et donc, pour chacun de ces éléments, on avait un prompt en disant, ben voilà, tu vas inclure que les études qui ont cette population, cette intervention, ce contrôle et ce design. Pour le critère de jugement, on avait finalement décidé de ne pas en tenir compte parce que normalement, quand on fait une revue Cochrane, les études qu'on va inclure, on les inclut quel que soit le critère de jugement parce qu'on sait qu'il y a de ce qu'on appelle du selective reporting et que les auteurs peuvent avoir évalué le critère de jugement mais pas le rapporter. Et donc, on a besoin d'évaluer ce selective reporting. En général, on sélectionne que sur population, intervention, contrôle et study design. Et donc, ensuite, on a décidé d'utiliser les termes exacts du protocole pour que ce soit finalement qu'on puisse le développer qu'on répète ce qui avait été fait par les auteurs. Et puis, alors ça, je reviendrai dessus, mais vous avez différents types de prompts, différentes stratégies de prompts. Et là, c'est ce qu'on appelle un modèle zéro shot, c'est-à-dire qu'on lui dit simplement, voilà ce que tu dois faire. D'accord? On ne lui donne pas d'exemple, on ne lui donne pas de recommandations particulières. Et ensuite, on a développé un prompt générique et là, à partir d'un échantillon randomisé, et là, c'était un échantillon randomisé qui avait été pris d'une revue systématique qu'on n'inclut pas dans cette étude, on a essayé d'améliorer le prompt. Par exemple, en testant les différents prompts, on s'est rendu compte que si on dit « if the study includes », ça donne de meilleurs résultats que si on dit « if the population of the study is ». D'accord? Donc, on joue sur les prompts pour essayer de voir quelle est la meilleure façon de le demander. Et simplement des petits changements de ce type vont changer la performance de l'outil. Et on doit aussi lui demander, lui expliquer comment ce qu'il doit présenter sa réponse. Et on a remarqué que si on lui demande de dire exclude or include or unknown en lettres capitales, ça marche mieux que si on lui dit de dire yes or no. D'accord? Donc, vous voyez, des petites choses font que ça va avoir un impact. Et donc, il y a ce fine-tuning qui est manuel, qu'on fait au niveau de manière générique, et puis ensuite pour chaque question de recherche. Et donc là, on a pris un échantillon de 10 à 20% des études qui étaient incluses dans chaque revue systématique pour essayer de voir si on peut préciser un petit peu les critères d'inclusion et d'exclusion et améliorer la performance. Donc, pour vous montrer un petit peu un exemple de à quoi ça ressemble, là, vous donnez le titre et l'abstract. Et puis, c'est ce que va vous donner GPT. Il va vous dire, ben voilà, la population. Il va vous donner la justification de sa réponse et il va donner sa réponse. Donc, chaque fois, on lui demande d'avoir une justification et d'avoir la réponse. Et donc, ça, c'est l'output de ce que va nous donner GPT.
Dans cette étude, on avait fait 2 règles de décision. On disait à GPT, soit on essayait d'avoir une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Et donc, on lui disait, si pour 0 ou 1 des critères, le GPT trouve qu'il faut exclure, on évalue quand même le full text. Et lorsqu'on a voulu favoriser la sensibilité, être sûr qu'on n'allait pas rater des études qu'on voulait inclure, on lui disait, si GPT, si tu trouves qu'il y a 0, 1 ou 2 critères qui dit exclu, on va quand même évaluer le full text. D'accord? Donc, on change un petit peu la barre. Et donc, on avait 2 gold standards. Le premier, c'était quelle était la décision des auteurs à la lecture du résumé du titre complet et quelle était la décision des auteurs à la lecture du texte complet. Et puis, comme je vous l'ai dit, quand GPT disait d'inclure et que les auteurs disaient d'exclure, on a réévalué, on a demandé aux auteurs de réévaluer leur décision. Je reviendrai là-dessus. Donc, on avait 5 revues systématiques dans des domaines variés, traitement pharmacologique pour la Covid, là, nous aussi, une étude pharmacologique, mais qui inclut à la fois des études randomisées et des études de cohorte, une étude méthodologique qui s'intéresse au traitement pharmacologique, qui évalue l'efficacité des traitements en ne s'intéressant qu'à des études non randomisées. Une étude qui s'intéressait à la consommation de laitage et une revue systématique qui était une méta-analyse en réseau sur le traitement du psoriasis. Donc des domaines très variés, avec chaque fois un nombre d'études assez élevé analysées. Au total, il y avait 22 665 titres et abstracts à analyser. Et globalement, au full text, il n'y en a que 3% qui ont été inclus. Sur le titre et abstract, 8,5% qui étaient inclus. Et donc, voilà les résultats. On voit que globalement, donc là, c'est la méthode qui essayait d'avoir la meilleure sensibilité, la meilleure spécificité. Globalement, on a une sensibilité qui est de plus de 80%, avec pour certaines revues une sensibilité de plus de 95%. Et puis une spécificité qui allait de 40% à 80%, de 25% à 80%. Donc là, quand même, la sensibilité, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de faux négatifs, ce qui est quand même extrêmement embêtant pour les revues systématiques. Donc quand on prend la méthode qui favorise la sensibilité, on voit qu'on a des sensibilités qui sont au-dessus de 95% pour toutes les revues systématiques. Et donc beaucoup moins de faux négatifs. Par contre, la spécificité elle va être moins bonne, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de faux positifs et donc vous allez gagner un peu moins en termes de temps de choses que vous avez à screener. On a fait des analyses de sensibilité qui soit prennent en compte le critère de jugement, soit utilisent aussi les références qui avaient été utilisées pour développer les prompts et on a des résultats qui sont similaires. On s'est aussi amusé à refaire la même analyse 15 jours après, c'est-à-dire avec le même outil, les mêmes abstracts et les mêmes prompts. Et on voit qu'il y a quand même des résultats qui changent, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes positifs et les mêmes négatifs qui reviennent. Par contre, ça a peu d'impact sur la sensibilité et la spécificité. Mais il y a une évolution dans le temps. Quelques exemples aussi de choses où finalement GPT avait du mal à les identifier. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il avait du mal à identifier les dates. Donc, quand on avait un critère de jugement qui était on veut inclure que les patients qui ont été, que les études qui ont inclus les patients après telle date, ChatGPT était très mauvais. Par ailleurs, il est mauvais lorsqu'il faut une connaissance technique importante. C'est-à-dire que si les reviewers qui évaluent les abstracts doivent avoir une connaissance technique importante du domaine, et bien vous allez avoir besoin d'avoir des reviewers extrêmement techniques. Et bien GPT, il ne sera pas très bon pour des critères de jugement très techniques. Par exemple, ici, il fallait vraiment connaître les produits laitiers. Est-ce qu'ils venaient, d'où est-ce qu'ils venaient, quel type de protéines ils utilisaient, est-ce qu'ils étaient
fortifié en vitamine D. Et donc pour ça, faut vraiment, c'est pas forcément marqué dans l'article, et donc il faut avoir vraiment une bonne connaissance des produits ou faire des recherches supplémentaires sur la connaissance des produits. Lorsque les critères d'éligibilité ne sont pas très bien définis, par exemple si on dit adulte sans maladie chronique, mais il va inclure des études qui s'intéressent à l'animal. Par contre, si on a donné une liste précise des drogues, il sera nettement meilleur. Donc voilà un peu, et ça finalement, si on réfléchit, ben, c'est pareil pour l'homme. C'est-à-dire que si on ne précise pas bien nos critères d'éligibilité pour l'homme, ben, on aura probablement une moins bonne performance de l'homme. Ou alors on va devoir besoin d'humains extrêmement formés dans le domaine pour être capable de le faire. Donc il faut partir du principe que si on veut l'utiliser, ben, il faut que nos critères d'éligibilité soient des critères d'éligibilité qui peuvent être appliqués par n'importe qui a une formation basique. Hop. Alors globalement, ben, si on prend la première règle qui faisait en sorte qu'on avait une bonne sensibilité, une bonne spécificité, ben, on avait 30 situations qui avaient été incluses sur le full text qui étaient exclues à tort par GPT. On avait aussi quand même GPT qui en identifiait des choses qui avaient été exclues à tort par les reviewers. En particulier, il y avait 63 citations qui avaient été identifiées par GPT et qui avaient été exclues à tort par les reviewers sur leur titre et abstract. Mais sur ces 63 citations, il n'y en avait que 7 qui avaient été incluses sur le full text. Donc globalement, selon cette règle, il y avait quand même 7 qui avaient été incluses qui auraient dû être inclus sur le full text, qui avaient été exclus par les reviewers des revues systématiques. Et ça montre bien, il faut garder en tête que le gold standard, ça ne peut pas être l'homme. C'est-à-dire que l'humain, même si c'est en double avec consensus, fait aussi des erreurs. Quand on prend la règle qui favorise la sensibilité, ben on avait 2 citations qui étaient incluses, qui auraient dû être incluses, qui avaient été exclues à tort par GPT. Et au total, ça réduit de 2 à 45% le nombre de citations à évaluer par les reviewers et au risque de rater de 0 à 3,8% des citations qui avaient été retenues sur le texte complet. D'accord ? Donc ça, c'est pour le screening du titre et de l'abstract. Et vous voyez bien qu'il y a toute une réflexion sur l'élaboration des prompts, mais que globalement, quand même, la sensibilité et la spécificité enfin la sensibilité est extrêmement bonne. Ça permet de faire gagner du temps aux auteurs. Et donc, il faut se poser la question, quel risque on est prêt à prendre, en se rappelant que les humains ne sont pas non plus parfaits. Une autre étude qui a été faite par des Canadiens, Christian Cao, où lui, il a décidé vraiment d'aller à fond sur les prompts et sur les différents outils. Donc, il a pris plein d'outils et il a pris plein de techniques de prompts différentes. Et il s'est intéressé à la fois au screening du titre et du résumé et au screening du texte complet. Donc, il a pris, pareil, voilà, plusieurs revues systématiques. Je pense qu'il en avait une dizaine de revues systématiques, pour lequel il a chaque fois pris un échantillon randomisé sur lequel il a testé ses prompts et amélioré ses prompts. Et puis, une cohorte de validation qui incluait, pour une revue systématique, c'était un échantillon de 10 000 titres et abstracts, et pour les autres, c'était tous les titres et les abstracts qui avaient été screenés pour ces revues systématiques. Et pour le full text, là, c'est un échantillon plus petit parce que il devait avoir accès au full text en open access. Donc, il n'avait que des articles qui étaient accessibles en open access. Et donc, ça intéressé à plusieurs stratégies de prompt. Il a beaucoup travaillé sur les stratégies de prompt. Donc, il y a les 0 prompts, on lui donne simplement voilà ce qu'il faut faire, voilà les critères d'inclusion et d'exclusion, et donne-moi ta réponse. Les few shot prompts, ce qui est différent, c'est qu'on va intégrer des exemples en disant voilà, pour tel abstract, voilà comment on a fait. Pour tel abstract, voilà comment on a fait.
quand on rajoute des exemples, ce qui va être particulièrement important, potentiellement ça peut améliorer les choses, mais ce qui va être particulièrement important, c'est de faire en sorte que ces exemples soient bien représentatifs de tout l'échantillon d'abstracts qu'ils vont avoir à regarder. Et puis, il y a ce qu'on appelle les chain of thought qui obligent l'outil à réfléchir. Et on lui rajoute simplement une instruction qui est think step by step. Et puis ensuite, on va rajouter des petites instructions pour l'aider à comprendre notre critère d'inclusion et notre critère d'inclusion. Et il a même été un petit peu plus loin en lui rappelant l'objectif de la revue systématique. Et donc voilà, c'est deux exemples de prompt. Donc là, c'était le zéro prompt. Donc on lui dit, voilà, tu es un chercheur, tu dois screener les abstracts d'un article scientifique. Voilà les critères pour ton inclusion et ton exclusion. S'il y a un critère d'exclusion qui est pas... sur lequel l'abstract répond, ou si aucun des critères d'inclusion ne sont remplis, eh bien, il faut exclure l'étude. Voilà les critères d'inclusion d'exclusion, voilà l'abstract, et voilà comment tu dois répondre. Et en travaillant sur les prompts, il a rajouté l'objectif de l'étude. Il lui précise que voilà, il y a 2 sets de critères, des critères d'inclusion, les critères d'exclusion. Il lui donne les sets de critères, il lui donne l'abstract. Il lui explique comment il doit faire. D'abord, tu réfléchis s'il est inclus ou s'il est exclu. Et donc, il lui explique bien ce qu'il doit faire. Et puis, il lui rajoute des instructions sur la méthodologie. D'accord ? Donc, tout ça, ça s'est amélioré au petit à petit, mais vous voyez bien qu'il y a toute une réflexion sur comment on développe ces prompts. Et donc, on voit bien ici, donc là, vous avez les différents outils, GPT 3.5, Gemini, etc. Et donc, on voit que celui qui a été le meilleur, c'était GPT 4. 0,125. Et donc, vous voyez ici un petit peu la performance de chacun en termes de sensibilité en noir, spécificité en jaune et performance, c'est-à-dire accuracy, c'est-à-dire le pourcentage de réponses qui sont concordantes avec le gold standard. Et quand on regarde en utilisant le meilleur outil, et bon, on voit que le zéro prompt fait quand même beaucoup moins bien que lorsqu'on lui donne quelques informations, que lorsqu'on lui dit de réfléchir step by step, et quand on lui rajoute des informations supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est quand on a un prompt qui est optimal, si on lui rajoute des exemples, ce qui a été fait ici, ben finalement, ça le fait se dégrader. Et donc, vous voyez, simplement une petite action sur le prompt peut faire que ça va se dégrader. Et donc, globalement, en moyenne, on avait une sensibilité de presque 98% et une spécificité de 85,2%. Pour le full text, c'est pareil, même principe. La seule chose qui a été rajoutée, c'est que pour le full text, comme ils doivent analyser une grande quantité d'informations dans un PDF, eh ben, ils peuvent oublier c'est ce qu'ils appellent lost in the middle phenomenon, c'est-à-dire qu'ils oublient ce qu'ils doivent faire à la lecture de l'article. Et donc, c'est pour ça qu'on lui donne les consignes une première fois, on lui donne le texte complet et on lui redonne, après lui avoir donné les consignes, après lui avoir donné le full texte, on lui redonne une deuxième fois les consignes. Et donc, pareil, vous voyez, en fonction des différentes stratégies de prompt, on peut améliorer les choses en termes de sensibilité et de spécificité. Et là, on a des différentes performances en fonction des outils. Claude et GPT étaient plutôt bons. Et globalement, on avait une sensibilité de 96,5% et de 91,2% de spécificité. Donc, pour ce qui est du screening, il faut vraiment se rappeler que la tâche humaine réalisée par l'homme, elle n'est pas parfaite. Et donc, on peut avoir des réflexions sur, on va devoir travailler sur le développement de ces outils, l'évaluation de ces outils, travailler sur les prompts. Et je pense qu'on a besoin d'experts du domaine pour travailler sur les prompts. Ce n'est pas les ingénieurs qui vont travailler sur les prompts, c'est les gens qui connaissent le domaine, c'est les gens qui connaissent les revues systématiques. On peut ensuite réfléchir de comment on va intégrer
ces outils dans la revue systématique. On peut l'intégrer, par exemple, en remplaçant le deuxième reviewer. Ou alors, on peut l'intégrer en prescreenant et en éliminant vraiment les études qui sont totalement à exclure selon le ChatGPT. Et les reviewers humains ne screeneront en double que les citations qui ont été identifiées par GPT. Et puis, on peut aller même plus loin et se dire, mais peut-être qu'il faut qu'on repense complètement la stratégie de recherche. Parce que souvent, quand on développe nos stratégies de recherche, on essaye d'avoir une bonne balance entre la sensibilité et la spécificité. C'est-à-dire, on fait une stratégie de recherche qui nous permet d'identifier toutes les études, mais qui nous évite d'avoir 10 000 abstracts à screener. Ben, peut-être que finalement, si on utilise des outils d'IA, ce n'est pas très grave d'avoir 10 000 abstracts à screener. Et peut-être qu'il faut qu'on repense nos manières d'élaborer les stratégies de recherche. Donc, un peu plus qu'un mot sur l'extraction de données. Donc là, l'extraction de données, très rapidement, pareil, l'humain n'est pas parfait. Les données montrent que l'humain seul, c'est 34 à 36% d'erreurs, que l'humain avec une vérification par un deuxième reviewer, c'est de 7 à 24% d'erreurs, et l'extraction double de manière indépendante avec consensus, c'est de 14 à 16% d'erreurs. D'accord ? Il y a eu des tentatives d'extraction automatique, en particulier avec le Natural Language Processing, mais en termes de pourcentage de cohérence avec les gold standards, ça n'allait que de 69 à 90%, donc ce n'était pas du tout parfait. Donc là, on commence à avoir des tests pour de l'extraction de données. Donc on va avoir une proof of concept ici qui a été fait sur JPublication avec Claude, où il a donné à Claude 16 différents types de données à collecter, avec globalement 160 éléments à collecter sur 10 études, et une bonne consistance avec 96% d'accuracy. Au total, il y avait 6 erreurs, dont une majeure, qui était une hallucination, c'est-à-dire qu'il avait fabriqué la donnée. Et puis, les autres, c'était mineurs, pardon, c'est 5 mineurs, une sur un arrondi et 4 sur des données manquantes, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à collecter la donnée. D'autres choses ou essayer de... Alors là, c'est plus dans un domaine un peu particulier, donc qui est... je vais passer ça, parce que c'est plus petit, c'est vraiment particulier. Et puis, vous avez une étude qui est un petit peu plus... qui est récente, qui a été publiée uniquement en préprint, qui est de la même équipe, Christian Cao, qui est l'équipe canadienne qui avait publié le papier dans Annals of Internal Medicine, et qui a voulu développer vraiment un process type plateforme, et d'ailleurs il va essayer de vendre une plateforme, où justement le LLM fait l'abstract screening, le full text screening et l'extraction des données. Et donc il l'a testé sur 5 revues, avec plus de 32 000 citations, et il l'a répliqué avec donc son outil, un autre outil commercial et 2 reviewers. Donc, et puis avec finalement les travaux qu'il avait fait sur les prompts auparavant. Donc globalement, vous voyez ici pour le screening du résumé, donc son outil, c'est AutoSR, il est là. Les humains, ils sont là. Et puis l'autre outil qui s'appelle Edicit, qui est disponible aussi, il est là en termes de sensibilité et spécificité. Donc il montre une supériorité de son outil. Et puis en moyenne, hein. Donc là on est vraiment en moyenne. Parce qu'en fonction des questions, ben voilà, ça va être plus ou moins vrai. Voilà, il y a des questions où l'homme Edicit et son outil sont tout à fait bons. Ou d'autres où voilà, il fait aussi bien qu'Edicit, ou d'autres où il fait aussi bien que l'autre. Donc, pareil pour le full text screening, vous avez les résultats ici, mais ça on l'a vu un petit peu avant. Ensuite, il a regardé sur l'extraction de données, donc il a pris une liste, il a vraiment pris la liste et la définition des variables telles qu'elles avaient été produites par l'auteur de l'article original. Il a pu évaluer 495 études, c'était que des études qui étaient accessibles en open access, et à peu près 4500 données qui devaient être collectées.
Il a aussi fait une extraction par l'homme sur 156 études, parce que quand même c'est beaucoup de travail, donc ils n'ont pas fait toutes les études, avec 1453 données à collecter. Et donc son gold standard, c'était un processus d'adjudication, où on donnait les résultats de la machine et le résultat de l'homme, et puis on leur demandait de dire qui a raison. Et il utilisait aussi, bien sûr, Edicid, qui était l'outil. Donc vous avez ici à peu près le pourcentage d'accord avec le gold standard pour chaque revue systématique. Et donc en foncé, c'est par rapport au gold standard qui était le gold standard des auteurs. Et puis avec le gris clair, c'est par rapport au gold standard qui est le processus d'adjudication. Et donc, au global, ben, vous avez un accord avec le processus d'adjudication qui était de 93% pour l'outil, à peu près 80% pour les deux humains, et puis Edicid qui était de 75%. Alors, les deux humains, ce n'étaient pas des reviewers classiques, si vous voulez. Normalement, les reviewers que vous utilisez pour extraire les données, c'est quand même des gens qui connaissent le domaine et qui sont experts dans le domaine. Donc voilà, donc c'est quand même des résultats qui sont plutôt prometteurs par rapport à l'extraction des données, mais qui sont vraiment à prendre avec beaucoup de prudence parce qu'il n'a pas du tout réévalué le test-retest, parce que c'est lui qui a fait l'étude et il a clairement un conflit d'intérêt. Et parce que c'est sur un échantillon d'études et que finalement, ces revues systématiques ont déjà été publiées, le screening a déjà été fait. C'est des études rétrospectives. On ne sait pas ce que ça donnerait de manière prospective. Actuellement, il y a une étude qui est réalisée de manière prospective, c'est ce qu'on appelle des studies des études nichées dans une revue systématique. C'est-à-dire qu'on profite de revues systématiques qui sont réalisées pour nicher des études. Et donc là, ils prennent plusieurs revues systématiques qui sont en cours et puis ils font faire en double. Il y a une première équipe qui va être que des humains et une deuxième équipe qui va être un humain aidé par un large language model. Et donc là aussi, leurs résultats sont plutôt prometteurs parce que on a une bonne précision, une bonne concordance avec le gold standard. Et on arrive à diminuer la durée de la tâche. Alors, il y a quand même des erreurs majeures, mais il y a des erreurs majeures chez l'homme et chez l'homme aidé par l'humain. Et il y a des extractions incorrectes, un petit peu moins, lorsque l'homme est assisté de la famille, par la machine que lorsque l'homme est seul, enfin, est à deux. Et bien sûr, ça permet de gagner du temps. On passe de 125 minutes à 84 minutes. Donc voilà, pour l'évaluation du risque de biais, c'est beaucoup moins bon. Les résultats ont été testés sur une centaine d'études et franchement, c'est très mauvais. C'est très mauvais, mais en pratique, quand on regarde l'évaluation du risque de biais, les humains ne sont pas du tout d'accord entre eux non plus. Il y a souvent des désaccords, beaucoup de discussions, c'est subjectif, c'est une tâche extrêmement complexe. Et là, le LLM est encore très loin d'être capable de le faire et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à notre évaluation du risque de biais en fonction. Donc de plus en plus, vous avez des plateformes qui se développent, qui s'appuient sur l'IA. Donc là, c'est une plateforme qui est développée par Epistemonikos. Donc Epistemonikos, ils utilisent l'IA depuis très longtemps. Hein. Ils font des revues systématiques. Ils sont en lien avec Cochrane Chili, au Chili. Et donc, c'est une équipe qui travaille vraiment sur cette thématique depuis très longtemps et qui ont, nous, on a travaillé avec eux pendant la Covid et ils ont été extrêmement performants pour nous prescreener les essais randomisés qui évaluaient des traitements pour le Covid. C'est-à-dire qu'on passait d'une stratégie de recherche où on avait besoin de 10 personnes plein temps à screener les articles à 2 personnes qui travaillaient 2 jours par semaine. Donc, eux avaient été extrêmement performants et là, il est en train de développer toute une plateforme. Il a réussi à avoir tout un modèle qui permet de pré-identifier tous les essais randomisés
il développe une plateforme avec des classifiers qui sont en cours d'évaluation. Et donc, nous, on travaille avec lui où on essaie chaque fois d'évaluer les performances sur différents domaines. Elicit, c'est l'outil qui a été évalué. Et puis Auto Systematic Review, c'est l'outil où je vous ai montré les deux papiers, qui est, voilà, c'est des évaluations qui ont été faites par les développeurs de l'outil. Et donc, il n'y a pas encore des évaluations externes, mais on travaille aussi avec eux pour essayer d'utiliser leurs outils et de le valider sur d'autres jeux de données. Donc, vous allez avoir de plus en plus d'outils qui vont vous vendre des super performances, etc. Je pense qu'à ce stade, il faut être extrêmement prudent. Il faut regarder comment a été fait leur validation, leur transparence, leur généralisabilité. La Cochrane est clairement va vouloir utiliser des outils d'IA, mais va vouloir utiliser des outils d'IA de manière extrêmement prudente et va avoir des critères extrêmement élevés sur la qualité de l'évaluation de ces outils et le process d'utilisation de ces outils. Donc, ils sont vraiment en train de développer des recommandations. Je pense qu'il y a des recommandations qui sont disponibles sur Open Science Framework. On pourra vous les envoyer par mail et qui vont être bientôt publiées, enfin qui doivent être en révision, mais qui sont déjà disponibles sur des serveurs de préprint sur comment on doit utiliser l'IA. Et puis, vous avez plusieurs formations aussi sur Cochrane Training sur l'utilisation de l'IA pour les revues systématiques. Ce qu'on a vu aussi, c'est que voilà, on va avoir besoin d'ingénieurs de prompt. Et j'ai vu par hasard que l'étudiant proposait des formations de prompt engineer. Et on va avoir besoin d'ingénieurs de prompt pour que le chercheur soit capable de parler à l'IA et de développer des outils qui sont performants. Les éléments importants, c'est des éléments au niveau de la revue systématique, c'est-à-dire que quand on élabore notre protocole de revue systématique, il faut réfléchir pour avoir des critères d'inclusion et d'exclusion extrêmement clairs, sans ambiguïté, un PICO extrêmement clair, les données à collecter extrêmement bien définies, si on veut qu'ensuite il y ait une automatisation possible. Et au niveau des prompts, il faut donner des instructions aussi très claires, sans ambiguïté, sur la tâche à produire, et puis bien évaluer sur les différentes stratégies de prompt qu'on va pouvoir mettre en place et de savoir quelle est la meilleure stratégie pour les tâches à réaliser. Il faut bien se souvenir de toutes les limites. Toutes les études qui ont été faites actuellement sont les études rétrospectives. On ne sait pas si le LLM est meilleur parce que ces données ont déjà été publiées. Et peut-être qu'il est capable de savoir que ces études ont été incluses dans une revue systématique qui a identifié ces études. Donc on ne sait pas si sur le plan prospectif, ce sera aussi bon. Il y a une évolution des LLM dans le temps. Tous les jours, on a un nouvel LLM et puis il faut payer le LLM si on l'utilise. Et puis on ne sait pas comment ce sera demain. Donc, il faut être prudent sur l'avenir et les outils qu'on utilise. On voit bien que beaucoup de ces outils sont aux États-Unis et que c'est quand même au niveau international extrêmement instable. Ça reste un black box. On ne sait pas comment il réfléchit. Donc, on peut lui demander de justifier ses choix, mais ça reste complètement un black box. Il y a des problèmes de reproductibilité des résultats. On a vu chaque fois qu'on faisait un test-retest à quelques jours d'intervalle, on voyait que les résultats n'étaient pas exactement les mêmes. D'accord ? Donc, ça avait évolué. Même si la sensibilité et la spécificité restaient la même. Donc, faut garder ça en tête. Et puis, il faut se poser la question, comment est-ce qu'il a accès à tous les documents? Quels documents on lui donne? Est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles? Comment on va lui donner tous ces documents? Avec, bien entendu, un problème aussi de généralisabilité. Quand on regarde un petit peu les différentes revues systématiques, il y en avait où ils étaient très bons et d'autres où ils étaient très, très mauvais. Donc, on a des questions de généralisabilité. Est-ce que ce sera applicable à ma question de recherche donnée? Pour l'extraction de données, on sait qu'il hallucine. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, il ne faut pas oublier que les LLM ont un impact environnemental important. Et donc, il va falloir en tenir compte dans les choix qu'on fait et probablement mesurer cet impact environnemental. Et enfin, pour l'instant, à ce stade, je pense qu'on ne peut pas imaginer, et je pense que je n'irai pas du tout sur un outil sans aucune vérification humaine. Voilà.